On est dans les 3 dernières sur les 10. C'est ça, oui, 10 enfants, oui, ça je le savais. Alors, Oui, oui. donc, moi, je suis née en 30 et mon Ah frère oui. est né en 19. Alors, vous voyez la différence. Ah oui, il y a Et alors, les pauvres garçons, enfin les pauvres garçons, oui, parce qu'ils ont toujours été en pension. Oui. Alors, nous, on a joué de leur présence que les grandes vacances, c'est encore quelques jours des grandes vacances. Oh, oui, elles étaient relativement courtes. Alors, c'était très court, Oui. oui. Mais on les aimait bien, ça n'empêche pas, mais quand même. Oui. Ma famille, d'origine, c'était Grassuzel. Nos Oui. antécédents, Oui, les deux d'accord. côtés. Et les deux côtés. Les deux côtés, oui. Mais mon père est né en Normandie, parce que son père est allé travailler en Normandie, comme les gens de l'époque. Et ma grand-mère était de Berdernec, près de Guingamp. D'accord, oui. Mhm. Autrement, oui, les parents étaient de Grassuzel. Oui, Ah oui, d'accord. oui. Du côté de maman et du côté de papa, pratiquement, c'était originaire de Grassuzel. Les racines restent quand même. Oui, les Côtes d'Armor. Ah oui, quand ah même, oui, hein, des oui, Côtes oui. d'Armor, oui, oui. Moi, je suis née à Morbihan, par contre, à Oui. Lorient. Et je suis restée morbihanaise toute ma vie, C'est ça, oui, oui. si on peut dire. Mon frère n'était pas un violent, c'était un pacifique. C'est vrai que c'était un pacifique. Mais c'était un intellectuel plutôt, c'était pas un Manuel du tout. D'ailleurs, c'est ce que me dit ma soeur, c'est ce qu'on raconte, mais c'est vrai aussi. Et pourtant, après, là-bas, en Kabylie, il s'est mis à disposition de tout le monde. Et tout ça. Mais c'était un intellectuel, bon, les études l'intéressaient. Bon, alors quand il a eu la guerre, il a essayé Et OR pour devenir élève officier. Voilà, c'est ça, voilà. C'est les Puis il n'a OR. pas réussi. C'était Oui. pas son type Oui. de militaire. Bon, alors, par contre, après, il s'est trouvé chez sa sœur Alpin D'accord. pendant la guerre. Oui, bah, pendant l'occupation allemande, quoi. Il était Oui. en zone libre, si vous voulez. Oui. Mais après, ben, il s'est déguiné, il a été libéré, il a passé. Bon, il a fait des trucs, il est passé dans une machine. Il a réussi à rejoindre la Bretagne dans une Dans un wagon, je crois. Non, même pas un wagon, dans la locomotive. Dans la voilà, locomotive, ah oui, dans une avec locomotive. les Ah chauffeurs. oui, mais c'est plus Ah oui. facile que dans un wagon. Oui, oui. Oh, ben, c'était ça, vraiment. Et pourtant, c'est curieux, la famille. J'avais un père qui n'avait peur de rien non plus, ça c'est vrai. Il a fait la guerre 14, mais il n'avait peur de rien. Dans le mouvement charismatique, Oui. mon frère Guy s'est beaucoup lancé. Et il a entraîné Alain. Et là, c'était pour lui un renouveau, c'est le cas de dire, un renouveau de vie spirituelle. Alors, il faisait classe en Kabylie, alors qu'il aurait préféré en Afrique noire, ça faisait mieux. Bien sûr, il était parti pour l'Afrique noire, qu'il est resté en Kabylie. Bon, alors, on a fait des études d'arabe, il est resté donc. En 50, il est nommé pour l'Algérie, alors qu'il aurait préféré l'Ouganda. Étant plus attiré par l'Afrique noire, il étudia donc l'arabe à la Manouba près de Tunis, c'est écrit 51-53. Alors, doué pour les études, mais doté d'une constitution pas très robuste, il était plus à l'aise dans le travail du bureau que dans le travail manuel. Dans ses relations, il était peu expansif, et pourtant un très bon confrère, bien intégré dans la vie de la communauté. Il mettait tout son cœur à accomplir les tâches qu'on lui confiait. Il était très sérieux dans son travail. On a vu que ça de chez les parents. C'était des gens, le devoir. On était formés dans un milieu comme ça. C'est une grâce pour nous. Ah ben, bien sûr qu'il s'est acclimaté parce qu'il a appris le kabyle, il était rentré carrément dans la langue, dans la langue et puis aussi dans la pratique hein, avec les gens. Et là, il s'est enraciné, c'est-à-dire qu'il a pris racine carrément. Hein. Oui, oui. C'est vrai. Oui, oui. Parce que Parce qu'on peut le voir, oui. Parce que Oui. pratiquement, sa volonté de missionnaire, c'était de rentrer avec c'était de pénétrer dans un lieu pour faire connaître le Christ. Oui. C'était ça. Alors, il a toujours été plutôt
pas tout à fait comme les pères de Tibérine, et est rentré plutôt pour convertir quoi, les gens, si vous voulez, pour leur faire connaître le Christ. Il rendait beaucoup de services aux gens, enfin, après les témoignages que j'ai pu lire, oui. Y compris les coopérants, parce que donc il a dirigé plusieurs écoles primaires, et les gens disaient, mais il court tout le temps. Il rend service, enfin il avait une 2 chevaux, je crois, puis une 4L après. Il circulait beaucoup pour dépanner les gens. Alors, dans les personnes qui ont été là-bas et qui l'ont connu là-bas, il y avait Monseigneur Nicolas Aubertin, qui était là. Il était père blanc. Il a été père blanc, le père Aubertin, avant d'être cistercien. D'accord. Vous voyez ? Oui. Alors, c'est comme ça que je l'ai connu, moi aussi, parce qu'un jour, j'étais à une session diététique, je ne sais plus où, et alors, il était là, lui en cistercien, encore à l'époque. Quand il a entendu mon nom, il connaissait Alain, parce qu'il avait été justement là-bas, avec lui aussi. D'accord. C'était souvent les gens que j'avais à soigner, c'était des gens du bled, qui venaient du bled, c'était vraiment un bidonville pratiquement. Il est nommé dans le centre professionnel, et c'est comme ça, il fait la classe. Commençait à être professeur, enfin instituteur, comme on voit ici comme il y avait dans les paroisses autrefois, il était instituteur. Bien sûr, comme il n'était pas un bon orateur, ses élèves le chahutaient parce qu'ils ne comprenaient pas, il parlait trop vite, et puis alors, mais c'est tout. Mais là-bas, pendant la guerre d'Algérie, ils ont été bien accueillis. Ils sont restés très indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont restés très en distance entre la France et puis les éléments, bien sûr. Eux, ils étaient en dehors de ça et s'occupaient des gens là-bas, puis c'est tout. Là, j'étais en contact avec un Carmel et ça m'a beaucoup frappé. C'est ça qui est devenu ma vocation déjà, à partir de ce temps-là. J'avais 12 ans. Ah oui. Et bien, en fin de compte, ma soeur n'a pas tenu, parce que c'était pas ce qu'il lui fallait. C'était un tempérament un peu dur. Et en fin de compte, elle n'a pas quitté la vie carmélite, elle est allée à Notre-Dame de Vie. D'accord. Elle aussi, elle a des idées fixes. Elle avait des idées fixes. Un tempérament aussi. Chez nous, maman était très calme, très douce, ne disait rien, mais elle avait une foi à traverser les montagnes, à renverser les montagnes. Et moi, justement, pendant la guerre, par contre, quand papa avait été... cette guerre-ci a été mobilisée. Et au moment de la débâcle, quand à Lorient, on avait dit qu'à Lorient, ils ne voulaient pas se rendre, les Allemands avaient tout mis à feu à sac, et qu'il fallait partir, elle a dit non, je reste. Je ne vais pas éparpiller, aller sur les routes. Et elle a bien fait, parce qu'elle avait la providence pour elle. C'était un fait. C'est extraordinaire, mais elle avait une force d'âme, de foi, quoi. Oui. Apparemment qu'elle vous a transmise, puisque vous êtes plusieurs à être entrés dans les ordres. Oui, sans doute, mais... Ah oui. Parce que le père de mon père n'était pas du tout religieux. Pour lui, la providence n'existait pas. C'est pas pareil que ma mère. Oui. C'était du côté de mon père. Oui. Parce que j'étais infirmière et je suis allée au Maroc dans un dispensaire à Rabat. Donc, après mes études d'infirmière, je me suis dit, je peux rentrer dans un Carmel maintenant. Parce que je ne voulais pas m'enfermer, moi je suis plutôt aussi timide et facilement ramassée sur moi-même. Je dis non, il ne faut pas que je fasse ça, c'est pas ce qui me convient. J'ai jamais demandé, j'ai jamais pu avoir un père spirituel ni une direction. Ça, c'est des choses que je pouvais pas, que j'ai pas pu supporter parce que j'étais trop timide. Et puis, mais je pense que le Seigneur a eu pitié de moi. Il s'est occupé de moi. Il s'est occupé de moi quand même. Et alors, donc, je suis partie. D'ailleurs, j'avais fait des études d'infirmière parce que mon père m'avait dit tu rentreras nulle part avant d'avoir un travail, d'avoir fait quelque chose. Parce qu'il avait l'expérience de ma soeur qui
qui a dû sortir du Carmel pour sa santé, qui avait 20 ans, 22 ans. Bon, ben, alors du coup, il dit, tu fais quelque chose avant. Je lui dis, qu'est-ce que je veux faire? Infirmière, ça ne me tentait pas, mais je me suis dit, je vais faire ça, parce que ça va m'obliger à me frotter aux gens. Parce que j'ai trop timide. Et je voulais secouer ma timidité. Je me dis, c'est comme ça. Puis en fin de compte, c'est un travail qui peut rendre service à quelqu'un. Bon, alors donc, je me suis lancée. Je suis rentrée à l'école d'infirmière à Nantes. Et puis après ben, je me suis dit, oh ben, je serais plutôt partie. Comme vous savez, mon frère Michel, qui existe toujours, qui était au Maroc. Quand vous avez une amie qui avait des connaissances à Rabat, d'une assistante sociale qui tenait, à l'époque, la Corse était sous le protectorat français, hein, qui travaillait dans un dispensaire. Oh, ben, j'ai dit, moi, ça m'intéresse mieux le dispensaire que l'hôpital. Pas du tout faire dans l'hôpital. Je ne voyais pas rester enfermée dans un hôpital. Alors, ben, je suis partie au Maroc, comme ça. Et mon témoignage, c'était la charité, c'est tout. Rendre le Christ comme ça, pas la charité. Et même un jour, j'étais provoquée avec un revolver. J'ai dit que vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais mon devoir. Alors, j'étais au dispensaire, j'ai continué à aller au dispensaire pendant qu'on me laissait là. Et c'était un après-midi, j'étais pas. Et c'était un militaire qui arrive et qui me demande s'il te plaît. Il m'a tutoyé, vous voyez, je suis là, je sais. Alors il m'a dit, il faut venir voir ma femme parce que la personne m'a vu une piqûre et je ne veux pas que ce soit les infirmiers algériens. J'ai dit, moi je ne le veux pas, je n'ai pas à me déplacer, mon devoir c'est de rester ici au dispensaire, on ne va pas à domicile, que je lui ai dit, c'est tout. Ah, alors, j'ai dit, écoutez, moi je fais mon devoir, faites ce que vous voulez. Il s'est tu, il a ramassé son arme. Mais on a été habitués en famille. J'ai eu des parents comme ça. Le devoir, c'est le devoir. Le devoir, là où on doit mourir, on est là où on doit vivre. Ben, que je tiens à la famille, quoi. C'est même pas ma force à moi, c'est celle du Seigneur, je crois plutôt que la mienne. Et que c'est la force du Seigneur. On a envie. Mais on a été éduqués, on est quand même tributaire d'une éducation, qu'elle soit bonne ou moins bonne, c'est pareil. Ça nous marque toute la vie, oui. Hein? Ça nous marque toute la vie. Vous pouvez témoigner aussi, je ne sais pas que... Oui, c'est vrai. Mais je pensais donc tous les quatre là, de la même communauté avaient eu le choix. Les supérieurs leur avaient dit, vous savez, la situation dans les années 90 en Algérie est quand même très sérieuse, vous êtes exposés à des dangers, on vous laisse le choix, le plus sûr pour vous ce serait de rentrer, ou bien alors souhaitez-vous rester. Et ils leur ont laissé un certain temps pour réfléchir, et tous les quatre avaient dit, nous restons. Et même ils ont des collègues, je ne sais pas si c'était Père Blanc-Haute, qui étaient partis, mais qui témoignent justement de leur vie à eux, parce que il y a des gens qui ont peur, quoi. Oui. Alors la peur, ça fausse l'esprit et ça fausse pratiquement les décisions à prendre. Hein. Oui. Alors quand on s'est engagé dans quelque chose, bon, il faut savoir, hein, si on garde la ligne qu'on a prise. Même si quelquefois il faut majorer, mais pas lâcher, quoi. Oui. Enfin, je sais pas. C'est le sens de la vie de vos frères, en tout cas. Oui. Ah, oui. Et je suis restée 2 ans, quand les événements ont tourné court. Je me dis, moi, je ne vais pas rester là-bas. Il vaut mieux que je rentre aussi, c'est plus prudent. Mais dit, ne restez pas là-bas, il vaut mieux que vous rentriez. Bon, alors, ben, j'ai pris le bateau. Oui, c'était le bateau. On est à l'époque, c'était pas encore l'avion. Enfin, j'avais pris l'avion pour venir, pas quand même. Mais pour partir, j'ai pris le bateau. Et alors, et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Bon. Et puis après, ben, j'ai pris ma direction qu'il fallait que je prenne quand même. Ah, pas encore à l'époque. J'étais au Maroc en 56. Je suis partie en 56. En décembre 56, je suis partie du Maroc. Alors,
c'était différent encore. C'était différent. Ben, moi, j'étais prête pour le communisme. Moi, j'aimais beaucoup les Arabes, les musulmans, et je frayais avec eux comme n'importe d'autre. Hein. Pour moi, c'était des hommes et des femmes, c'est tout. Quand on vient dans un pays pour s'occuper des gens, ceux qui ont besoin de soins, ah ben, on a intérêt à rester quand même un peu ouvert. Oui, proche de tout le monde. Ah oui. Tout le monde. Et j'aimais bien le dispensaire où j'étais parce que c'était des gens vraiment, des pauvres. C'était dans un coin de Rabat où les gens, je l'appelle les gens du Sud, venaient là chercher à manger, du travail, je ne sais pas. Hein. Alors c'était vraiment... Alors il y avait une assistante sociale, elle allait sur place. Mais nous, les infirmières, on avait le dispensaire, on restait au dispensaire. Alors moi je m'occupais des adultes et j'avais une autre collègue qui s'occupait des enfants. Bon, je me plaisais à mon travail, on n'avait rien. On n'avait rien. Si, c'était le protectorat qui nous a envoyé des médicaments parce qu'on avait... Et les gens ne pouvaient pas acheter des médicaments. Ah oui. Alors quand ils venaient là, ben, on leur donnait ce qu'on avait dans notre boutique parce qu'on leur fait. Et ceux qui pouvaient acheter, ah ben, on leur dit, ben, tu achètes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient acheter. Hein. Alors ben, je pense que mon frère m'avait proposé d'aller en Algérie, mais l'Algérie ne m'intéressait pas. Pourquoi je n'en sais rien. Vous voyez qu'on a des idées sur les pays. Hein. Oui. J'avais en plus envie du Maroc que de l'Algérie. Alors bon, il y avait je savais qu'il existait les sœurs blanches qui avaient des hôpitaux et des dispensaires, mais plutôt des hôpitaux. L'hôpital ne m'intéressait pas du tout. Je préférais être libre dans un dispensaire que dans un hôpital. Donc, je n'ai jamais été regardée de ce côté-là. Et puis, je crois que c'était pas ma vocation de rester par là. Quand mon frère Alain est décédé, ma sœur qui était à Lorient, elle était seule parce que mes parents étaient décédés, elle était célibataire, était restée près de mes parents. Alors c'est elle qui m'a téléphoné pour me prévenir que l'accident. Oui. Oh ben, je lui ai dit c'est une grâce du Seigneur que je lui ai dit d'abord. Mais c'est vrai, c'était une grâce du Seigneur parce qu'au fond, mon frère est à 75 ans. Oui. Donc il était question qu'il revienne, mais lui il voulait rester bien sûr. Alors je me suis dit, tu vois, c'est une façon de faire de la providence. De la providence, donc moi je ne me suis pas contraire, j'ai trouvé que c'était une grâce. Bon alors après elle m'a communiqué toutes les photos qu'elle avait, qui étaient restées à la maison quoi. Alors j'ai fait un petit album avec ça. Quand elle a su qu'il y avait quelque chose au niveau d'Alain, alors que la famille n'avait pas directement été contactée par les Pères Blancs, parce qu'on n'avait pas de relation. Si on avait des relations, on a eu des relations jusqu'au bout, parce que je donnais toutes les lettres d'Alain, avec un Père Blanc qui était, je crois bien, de la même année de noviciat qu'Alain, et qui se trouvait à la retraite et qui était à Saint-Malo, dans sa famille. Parce que ce Père Blanc, là, il était à l'Afrique noire, c'est surtout à l'Afrique noire qu'il a été missionnaire, mais il connaissait quand même Alain et tous les pères de Billy. Donc c'est par lui que vous aviez des nouvelles un petit peu. Alors, j'ai commencé par lui donner toutes les lettres que j'avais d'Alain, etc. Il a commencé à faire, à la mort d'Alain, quoi. Hein. Il a commencé à s'intéresser. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est manifesté. Et c'est ma soeur Jacqueline, même il paraît, mon frère m'a dit ça aussi, parce que j'ai un frère à qui j'ai téléphoné, qui est à Montpellier, lui. Et qui me dit, c'est par la presse qu'on a su qu'il y avait quelque chose. Ah oui. Alors, du coup, c'est comme ça que ma soeur s'est informée, Jacqueline, s'est informée parce qu'elle avait quand même une adresse des Pères Blancs, les derniers
on avait en relation avec eux au moment de la mort, quoi. Donc c'est pour ça, elle avait encore une adresse. Elle a téléphoné. Ah, ben, je suis contente de savoir que vous existez. Il a cru que la famille de Lorga, il ne reste plus personne. Il ne restait plus personne. Pas oui, des frères et sœurs. De la famille de frères et sœurs. Bon. Oui. Alors c'est comme ça que ça a démarré. Et les gens étaient surpris. Comment les gens, les musulmans, vraiment étaient touchés par le décès des martyrs. Là. Et quelqu'un a dit, mais c'était le père Alain qui était le plus populaire, la personne la plus populaire du coin. C'est possible parce que les autres, ils avaient des tâches un peu différentes. Oui. Administratives, ça veut dire. Oui. Parce que là, c'était le père, c'était le père, c'était le grand-père. Voilà, c'était son surnom affectueux. Oui. Tout le monde l'appelait le grand-père. Oui, parce que comme il était plus ancien, il est rentré, à l'époque, il y en a qui rentraient à 18 ans, 19 ans, hein, et lui, il était quand même déjà, chez les Pères Blancs, quoi. Et lui, il avait déjà fait... Il a fait ses études de droit, déjà. Ouais. Oui. Ah, oui. Et un fait qui m'a touchée dans les affaires qui était resté à la maison et que ma soeur m'avait envoyé pour faire son dossier, là, j'ai trouvé, et je les ai toujours, et j'ai dit ça à ma soeur chaque fois, elles sont venues voir tous les jours il n'y a pas longtemps. 2 mèches de cheveux que maman avait coupées quand mon frère était tout petit. C'est la seule chose, aucun de nous n'a des cheveux coupés. Aucun. Une mèche qui date il avait peut-être 2 ans et l'autre 4 ans. Moi je suis restée épatée. Ça m'a touchée. Parce que à aucun de nous. Oui, la maman a eu l'idée de couper une mèche. Mais je ne sais pas. Ah, oui. Mais quelquefois les mamans sont comme c'est un peu. Sont des prophètes. Il y a quelque chose. Et vous les avez gardées, ces 2 mèches de cheveux? Oui, parce que ça n'intéressait personne. Moi, je les garde. C'est vous qui les avez ici? Mais c'est moi qui les ai, bien sûr. Parce que gardez-les précieusement. Je les garde. Vous savez, moi, je ne suis pas pour l'amour des reliques, ça c'est sûr. Mais je suis un peu comme les autres, je ne suis pas très sensible à ça. Mais je les garde parce qu'elles sont là. Et puis maman les a coupées. Bon, je les garde jusqu'au jour où quelqu'un sera intéressé. Mais ceux qui reviendront de là-bas, on verra, les nièces et les petites-nièces. Ça dépend, on ne connaît pas la sensibilité des uns et des autres, hein. C'est une question de sensibilité. Bon. Mais j'avais été touchée, par contre, par le fait. C'est le fait qui m'a touchée. Parce qu'à aucun de nous, mais alors que Alain n'était pas le frère aîné. Mon frère aîné, Guy, qui avait des jolis cheveux bruns tout frisés, elle n'a rien touché. Alain avait des cheveux raides jaunes. Oh, c'est comique. C'est comique, c'est étonnant. Les choses sont quelquefois étranges. Hein. Ah, pas du tout. Je n'ai pas eu pensé à ça. Moi, je n'ai même pas pensé aux gens qui avaient fait ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle ne m'a pas donné de détails à la banque quand il dit bon, ils ont été tués parce que, bon, puis c'est tout. Bon. J'ai dit, ben, un coup de pour Alain, c'était une grâce. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas vu tout l'ensemble du problème, hein, quand elle m'a annoncé ça. Parce que nous, ici, on ne suit pas les actualités. On ne suit pas les actualités. On ne sait pas ce qui s'était passé dans la presse à Belgique. Enfin, nous, on regarde. On n'a pas de télé, on ne regarde pas la télé. Enfin, on a des télés, mais on ne les regarde pas. Enfin, on les met en cas exceptionnel. Quand il y a des... Autrement, dans les journaux, est-ce qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de monde? Moi, je ne regardais pas avant les journaux, et on n'avait pas les journaux à notre disposition comme on a maintenant. Maintenant, on a pas Ouest France, on a la Croix à notre disposition. Bon, pas trop atteint par les événements, finalement, ça. Vous n'avez pas été si quand même. Je suis attiré par les événements. Comme en France, ça ne marche pas, ben, vous savez, comme on ne regarde pas ce qui se passe, mais on sait ce qui se passe quand même, et ben, on est quand même troublé et on prend cœur avec les gens avec lesquels on vit. Hein. La France, et nous, notre premier devoir, c'est justement, si on garde des informations, c'est pour apporter notre prière et pour pouvoir aussi nous sortir un peu de notre petite...
facilité de vie, hein. Oui. C'est facile, ça, de vivre dans un petit coin, puis pas s'occuper de ce qui se passe derrière. Bon, non, on ne peut pas faire ça. Ben, c'est pas notre... Non, on n'a pas à s'intéresser en détail de ce qui se passe dehors, mais les informations qui touchent notre pays, qui touchent nos familles, tout ça, ben, ça on s'en occupe, quoi. Au moment de la mort, quoi, il y avait une foule à Tizi Ouzou, ils avaient fermé toutes les boutiques et tout le monde assistait aux obsèques. Alors on a fait un tableau avec tous les tous ceux qui sont célébrés, quoi. Ah oui. Bon, c'est normal, on se joint à la prière de l'église, quelle que soit l'église, si c'est l'église d'Algérie ou l'église de France, même en France, vous savez. Bon, je crois que tout ça, ça doit nous toucher. Si ça ne nous touche pas, ben on n'est pas à notre place. Oh non, pas du tout un héros. Moi, je l'appelle pas des héros, ces gens-là. Mais c'est sa mission. Il est missionnaire. Je crois qu'il a atteint sa mission, c'est tout. Voilà. Je dis, il est allé au bout de sa mission, grâce à Dieu. Moi, je trouve que c'est une grâce. C'est pour ça que je me dis, ils ont vraiment intégré et donné jusqu'au bout le témoignage d'un missionnaire. Ah oui. D'ailleurs, mon frère, j'avais su par mon frère, pas directement, que quand un missionnaire mourait, c'était toujours pour la gloire de Dieu, bon, on sabrait le champagne ce jour-là. Je peux vous dire des exemples, il en existe sur Terre. Il faut encore qu'ils les voient, les jeunes générations. En tous les cas, mes nièces qui sont allées là-bas, ce ne sont pas des filles qui pratiquent du tout le trafic. Et je dis, elles n'ont plus de religion. Si, elles ont été baptisées, elles ont suivi peut-être un cursus, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas des filles qui vont à la messe, qui pratiquent. Hein. C'est vraiment, c'est l'état zéro des jeunes actuels, quoi. Dans l'ensemble. Ils ont quand même été impressionnés par le témoignage. Eh bien, sans doute, parce qu'elles savent que c'est la famille, mais elles l'ont connu, c'est vrai, pas toutes, d'ailleurs les plus anciennes, mais pas les plus jeunes. Moi, je dis, on peut parler. Pour moi, ça n'arrive à rien. La parole, c'est celle qui s'incarne en nous. Et nous, on a la chance de pouvoir d'écouter la parole tous les jours, mais la vraie, celle du Christ. Oui. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Alors moi, je passe mon temps à rendre grâce, parce que je ne peux pas faire autre chose. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai, le Seigneur fait... On ne voit pas clair. Hein. Le Seigneur fait des choses merveilleuses tout le temps, même s'il ne nous écoute pas. Voilà. Quand on lui demande quelque chose, si elle ne répond pas comme on le veut, on n'est pas d'accord. Alors on n'est pas content. C'est pas malin, hein? Non. On est quand même bête. Je me dis, des fois on est vraiment des gens bêtes. Enfin moi comme je vois comme ça.